Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Dans quelques heures à peine, c'est WWE Extreme Rules. Mais dans la vidéo de ce soir, c'est pas de ce pay-per-view ni de pronostic dont je vais parler. C'est du show, du gros show AEW, le pay-per-view d'hier soir, Fight for the Fallen, qui a eu lieu à Jacksonville en Floride. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view. On va analyser un petit peu comment est-ce que ce show peut se comparer non seulement avec Double or Nothing, leur premier pay-per-view du mois de mai, mais aussi le dernier qui a eu lieu il y a seulement 2 semaines. On va voir un petit peu quels sont les matchs, quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion et aussi qu'est-ce qu'on peut penser de la direction qui est actuellement prise par la AEW. En milieu de vidéo, comme vous êtes sur Wrestling Clinic, la seule chaîne YouTube qui vous parle de catch et qui vous fait voyager à l'autre bout du monde en un claquement de doigts. Donc on va faire une petite respiration, comme ça je vais vous emmener dans un endroit absolument fabuleux. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais pour le moment, on va donc s'atteler à l'analyse, la critique, la review de Fight for the Fallen. Alors Fight for the Fallen, déjà moi ça m'a rappelé un petit côté, comment dirais-je, esthétique. Même si j'en ai pas parlé lors de Fighter Fest, eh bien il y a un côté, ouais, comme je dis, esthétique qui est pour moi très important parce que c'était surtout présent à la ECW. À la ECW, à l'époque, on savait vraiment dans quelle salle on était, dans quelle ville on était quand on était à la ECW Arena, quand on était à Fort Lauderdale en Floride, quand on était au Dôme de Pittsburgh en Pennsylvanie. Bref, il y avait plein de petits endroits comme ça. Queens, New York. Et il y a un côté esthétique où on est capable de savoir directement où est-ce qu'on est, chose qui était beaucoup moins possible dans les grandes salles de la WWE, à l'époque WWF ou de la WCW. Donc pour moi ça a toujours été primordial et aujourd'hui à Jacksonville on a comment dirais-je en français, un setup, une disposition de la salle, une esthétique de la salle qui était vraiment très agréable, un peu style amphithéâtre romain comme ça, avec un demi-gradin à 180 degrés, avec ensuite une scène. Voilà, c'était vraiment esthétiquement super cool. Par contre, il y a eu quelques petites contraintes qu'on a vues au niveau de la production télé. La disposition de la salle ne permettait pas de filmer le show comme ils étaient capables de le filmer lors des 2 premiers pay-per-view. Parce que lors de Fighter Fest, par exemple, il y avait des plans de caméra tout à fait originaux qu'on ne voit pas à la WWE, qu'on ne voit pas forcément au Japon ou dans d'autres fédérations qui sont filmés dans des grandes salles comme ça. Donc moi j'avais beaucoup aimé Fighter Fest justement pour la manière dont ils étaient capables de filmer l'action, de proposer visuellement quelque chose d'identitaire, vraiment très personnel, très personnalisé. Là, Jacksonville, malheureusement, la salle ne permettait pas de le faire. Mais c'est pas bien grave parce qu'on a eu un show qui était bien meilleur que Fighter Fest et qui tend à se rapprocher de la qualité qui avait été proposée lors de Double or Nothing. Et je peux placer déjà quelques petits paris de la qualité qui va nous être proposée le 31 août lors de All Out, le prochain pay-per-view qui risque d'être absolument fantastique. Donc aujourd'hui, Fight for the Fallen. Fight for the Fallen, je rappelle que c'était un événement caritatif à l'issue duquel ils ont réussi à donner un chèque de 150 000 $ à l'organisme que je vais rappeler en bas de l'écran pour ne pas, écorcher le truc, parce que je suis pas sûr à 200% de m'en souvenir parfaitement. Mais voilà, alors qu'est-ce qu'on a eu lors de ce show? Déjà, on n'a pas eu de grosses purges, j'ai envie de dire, comme on avait eu lors de Fighter Fest. Donc ça, déjà, premier gros point positif. Tous les matchs, une fois de plus, déjà en termes de booking, ont permis de suivre une réelle logique. C'est-à-dire que les vainqueurs des matchs avancent. Que ce ne sont pas juste des matchs comme ça, entre guillemets, d'exhibition. Et au sein même des matchs, notamment le match à 4 avec MJF et Shawn Spears, ça a aussi pas mal permis de développer des rivalités et aussi de donner plus de corps, plus de profondeur, plus d'envergure à de nombreux personnages. Alors c'est vrai que souvent la manière dont ces personnages se sont exprimés, enfin pas souvent en fait, je crois que j'ai compté 3 fois en tout, 3, 4, je sais plus. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu cheap quand on voit des mecs 3-4 fois dans un show faire un double fuck aux gars qui n'aiment pas. Parce que c'est extrêmement facile, quoi. Je veux dire, faire un fuck, il y a rien de plus simple, donc il n'y a rien de plus nul. Il faut essayer de s'élever un petit peu au-delà de ça et de faire comprendre la haine ou
la rancœur qu'on peut avoir envers quelqu'un à travers d'autres biais. Par exemple, dans ce match à 6, j'ai dit match à 4 avant, pardon, match à 6. Donc on a MJF et Shawn Spears qui font équipe, mais même s'ils sont tous les deux heels, ça n'empêche pas qu'ils ne peuvent pas se blairer. Et il y a un moment où j'ai trouvé ça absolument génial. Donc Shawn Spears, je le rappelle, c'est l'ancien Ty Dillinger de NXT et de la WWE. À un moment, donc il y a MJF qui fait une roue et qui se met devant Shawn Spears et qui fait comme ça. Hop là, attends, je me recule, hop, et qui fait le 10. Pour lui montrer qu'on se fout de sa gueule, qu'on ne l'aime pas, etc. Il n'y a rien de mieux parce que voilà, on comprend tous très facilement pourquoi en faisant le Perfect 10, on se fout de sa gueule à 200%. En soi, ce truc-là qu'il a fait, MJF, c'est parfait. Il n'y a rien besoin de faire plus. Pourtant, après, il s'est rapproché de Shawn Spears, et lui a fait un double fuck. Et là, je trouve que ça a complètement cassé le truc, parce que il a été capable de produire la perfection pour montrer qu'on se fout de sa gueule, qu'on n'aime pas, etc. Et aussi pour montrer sa personnalité, parce que MJF est un des grands heels en devenir de ce métier, en tout cas pour le moment, les mois et les années à venir à la EW, ça c'est certain. Donc voilà, c'est un peu comme Kevin Steen, l'ancien nom de Kevin Owens, lorsqu'il était à la PWG dans les fédérations indépendantes, il était toujours capable comme ça de montrer des traits de personnalité, d'improviser, de montrer qu'il était différent des autres dans la manière dont il se comporte et dans la manière dont il exprime ce qu'il a dans sa caboche. J'ai trouvé ça absolument fabuleux, mais tout de suite, il a complètement cassé le truc en faisant ce double fuck qui pour moi tout à fait... il n'y a rien de pire parce qu'il n'y a rien de plus simple. C'est le niveau zéro de la réflexion de comment s'exprimer, comment dirais-je, négativement envers son ou ses adversaires. Niveau de la qualité de catch lors de ce Fight for the Fallen, on était bien au-delà de Fighter Fest, même si là une fois de plus on n'a pas encore atteint le niveau de Double or Nothing, mais c'est pas grave, c'était un très bon show. Le main event, j'étais très agréablement surpris, et ça je pense que c'est surtout grâce à Cody et Dustin Runnels qui ont été, je pense, les moteurs psychologiques de ce combat dans lequel on a vu les Young Bucks enfin, c'est pas la première fois, mais disons que à mon goût c'est trop rare de les voir comme ça embrasser un rôle vraiment très posé, de worker posé. On prend son temps de mettre les bases, on fait attention à la psychologie, on fait pas 30 000 cabrioles dans tous les sens, ce qui veut aussi dire que physiquement on se préserve pour avoir une carrière qui peut durer beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut pas oublier que même si c'est super beau à court terme, même si c'est beaucoup plus flashy, c'est éclatant, le but du catch quand même c'est d'être capable de faire ce qu'on fait dans le ring aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ou dans 20 ans, parce que sinon ça sert à rien d'avoir des carrières éclatantes qui vont durer que 5 ans mais qui finalement vont être avortées parce qu'on a fait beaucoup trop de prises de risques et beaucoup trop de bêtises à un âge où finalement on réfléchit pas trop aux conséquences long terme. Ce main event, je l'ai beaucoup aimé. Je veux pas dire que c'était... Est-ce que c'était le meilleur match du show ? Ah peut-être égalité avec le Shima contre Kenny Omega, mais toujours est-il que voilà, ce main event, moi je l'ai beaucoup aimé, ça faisait match de catch de stars, de mecs qui connaissent leur métier, de vétérans, bon Dustin Runnels évidemment, Cody Rhodes semi-vétéran et les Young Bucks qui commencent vraiment à avoir roulé leur boss pendant suffisamment longtemps pour connaître leur métier sur le bout des doigts. Et donc j'ai beaucoup aimé ce main event. À l'inverse, c'est pas l'inverse. Kenny Omega Shima, c'était un peu moins psychologique. Attention, je vois que la batterie va couper, donc je coupe et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, on est de retour sur la clinique. Je pense que je vais profiter de cette petite pause imposée par la batterie pour faire la petite parenthèse de respiration exotique dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener pendant quelques instants à Bali avec des images tournées au drone il y a quelques mois, c'était au mois de février pour être plus précis, car, j'en parle, on ne sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un, chaque année au mois de février, eh bien, on fait cette grande évasion exotique tropicale à Bali pendant 2 semaines. C'est moi qui y vais, j'encadre, j'accompagne les groupes personnellement, en plein mois de février, alors que l'Europe est en train de se geler les grelots. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour partir à Bali au mois de février en ma compagnie, vous verrez le lien comme d'hab dans la description de Wrestling Clinic, vous pouvez me contacter et puis après je vous ferai passer les infos. C'est pas du catch, mais c'est la Wrestling Clinic, c'est le catch et le voyage depuis votre fauteuil, depuis votre canapé. Donc on va partir quelques instants à Bali et je vous retrouve tout de suite.
Alors Shima contre Kenny Omega, pour moi c'était athlétiquement le meilleur match du show. Shima qui a brillé dans un rôle, comment dirais-je, un meilleur rôle que celui qu'il avait lors de Fighter Fest contre Chris Daniels, même si à Fighter Fest évidemment il était en opener, donc on n'attend pas du tout la même chose d'un opener que d'un semi-main event. D'ailleurs, je suis en train de préparer des reviews de la nuit des temps et de manière consécutive. Donc j'ai reviewé, c'était quoi le dernier pay-per-view, pas que je vous dise de bêtises, Night of Champions de la WWE 2009, et là je suis en train de commencer SummerSlam 2009. Lors de Night of Champions, il y a un semi-main event entre Rey Mysterio et Dolph Ziggler qui est un très bon match, mais le mois suivant lors de SummerSlam, les deux gars sont en opener. Et c'est très intéressant parce que la WWE, c'est l'inverse total. C'est-à-dire que le match en semi-main event, il va en garder un petit peu sous le capot. Ils vont pas tout donner ce qu'ils ont pour que l'attention du public et la qualité du match soient surtout concentrées sur ce qui va se passer en main event. A l'inverse, lors de SummerSlam, leur opener est absolument génial. Il se rapproche de très très près des matchs absolument fabuleux entre Rey Mysterio et Chris Jericho, toujours de 2009 pour le titre intercontinental. Si vous n'avez pas encore vu les reviews de la WWE dans la nuit des temps, bah non, il n'y a pas de lien dans la description, mais allez sur les playlists de la clinique et vous verrez toutes ces vidéos. Donc à la EW, là par contre, c'est un petit peu l'inverse, parce qu'à la EW, on va vraiment booker et construire des shows de manière linéaire mais progressive, c'est-à-dire que l'opener n'a pas forcément vocation à être le meilleur match du show ou un des meilleurs matchs du show, c'est vraiment une entrée, un hors d'œuvre, une petite mise en bouche, et à mesure qu'on avance dans le show, eh bien, on est supposé avoir de plus en plus de qualité, et ça se vérifie, car là, à l'inverse de Mysterio et Ziggler qui étaient, comment dire, entre guillemets froids en semi-main event et super chaud en opener, et bien là, Shima il était un petit peu froid le mois dernier, enfin non, il y a 2 semaines, pardon, en opener, et là il était super chaud face à Kenny Omega, qui est un catcheur absolument incroyable. Je me lasse pas de voir ce qu'il fait. Donc un gros point positif sur les 2 main events de la soirée. D'ailleurs, pour revenir au main event avec les Young Bucks, j'en ai pris plein les yeux, donc je suis un petit peu émoustillé comme ça, on va dire. Mais donc voilà, après avoir remporté leur match face à SCU, les Lucha Bros ont pris le micro, ils ont sorti une échelle d'en dessous le ring et ils ont challengé les Young Bucks à un match par équipe à échelle lors de All Out, le prochain pay-per-view qui aura lieu le 31 août. Ce match, il sera, sauf si les Lucha Bros perdent les titres au profit de quelqu'un qui n'est pas les Young Bucks, qui ne sont pas les Young Bucks d'ici là, en tout cas ce match sera a priori pour les championnats par équipe de la AAA. J'attends, j'attends avec une grande impatience ce combat, parce que connaissant les mecs, je pense qu'ils vont nous proposer quelque chose d'absolument ahurissant. Et voilà, on est à la EW toujours dans un schéma de construction de storyline et de pay-per-view en pay-per-view plus logique et plus simple. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas d'émission télé pour construire les rivalités entre les pay-per-view. Ça, on verra comment est-ce qu'ils vont le gérer à partir du mois d'octobre. D'ailleurs, j'ai tellement hâte et je vous prépare des petites choses très sympas sur la clinique à ce niveau-là. Mais voilà, on perd pas trop le temps, on se base pas trop sur une promotion internet, on va profiter d'être devant une foule. C'était combien? C'était 4000, j'ai pas encore les chiffres précis, mais je crois que c'était 4000, 4200 personnes. La salle était pleine, non j'ai pas le chiffre dans mes notes. Cette magnifique salle était pleine, donc on profite de l'occasion pour lancer un challenge pour le prochain pay-per-view. Et il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien, selon moi, de plus efficace pour planter les premières graines d'une rivalité, plutôt que, comme le font certains, et le fait à mon goût un peu trop la WWE, parce qu'ils ont une émission télé qui est regardée quand même par beaucoup de monde. Il y a quand même plus de gens qui regardent Raw et SmackDown que de gens qui regardent leurs vidéos individuelles YouTube. Il y a des vidéos évidemment qui boostent énormément avec 1, 2, voire 3 millions de vues, mais sur les petits épisodes relativement courts à travers lesquels il y a des feuds qui sont et des rivalités qui avancent sur YouTube, la WWE ne fait pas suffisamment de vues pour que ça ait un réel impact, ou en tout cas le même impact que ça pourrait avoir si ces annonces étaient faites lors des émissions télé. Toujours est-il que voilà, ils l'ont fait lors de ce pay-per-view et c'est super parce que on n'a pas des mecs qui perdent, parce que ça aussi on l'a beaucoup depuis pas mal de temps à la WWE, les champions perdent beaucoup de matchs. Les challengers numéro 1 ne gagnent pas forcément les combats qui devraient leur permettre
d'atteindre ce statut. Donc il y a tout un truc comme ça qui est pas super logique. Après c'est deux visions différentes. Les chiffres montrent à la WWE que c'est pas forcément la bonne direction. On n'a pas encore les chiffres du nombre de gens qui se sont connectés sur les différentes plateformes qui permettaient de regarder le show pour avoir des chiffres. Parce que par exemple, Fighter Fest, c'était quoi? C'était 145 000, 145 000 connexions continues, c'est-à-dire qu'en moyenne, à n'importe quel moment du show, il y avait 145 000 personnes qui regardent les pay-per-view, et en tout, sur l'intégralité du show, il y a eu 350 000 connexions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un de ces quatre. Alors, je sais pas encore trop quand, parce que j'ai déjà le planning bien ficelé pour la clinique cet été, mais bon, on peut trouver un petit moment. Si vous voulez que je vous parle des chiffres de la AEW qui montrent vraiment que ce n'est pas, comment dire, un délire comme ça, que c'est une réelle, alors c'est pas forcément une compétition, mais en tout cas une réelle alternative à la WWE, parce que l'été dernier, donc lors de All In au mois d'août, le pay-per-view a fait 55 000 achats. Double or Nothing, les estimations basses, c'est 98 000, 99 000 achats, les estimations hautes 113 000, ce qui est assez énorme pour un produit qui n'a pas de production et de publicité télé. Donc la Fighter Fest, 350 000 connexions. On est sur des gros chiffres, et ces chiffres, si vous voulez que je rentre un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas à me le dire. Il y a aussi le fait qu'en 15 minutes, All Out ait été guichet fermé. Au niveau de, du compte de la demande potentielle lors de la mise en vente des billets, on est sur, je crois que c'est le top 5 des plus grandes demandes de billets pour un show de catch de tous les temps. C'est pas en exagérant que je dis ça, d'ailleurs les chiffres ont été bien sourcés par les professionnels du métier. C'est quand même fou, quoi. Et théoriquement, les mecs, ils auraient pu remplir un stade de foot américain, quoi. Autant qu'à WrestleMania, voire plus. Donc si vous voulez que je parle un petit peu plus de tout ça en détail, on va le faire, on peut le faire, bien entendu. Mais on va revenir à Fight for the Fallen. Donc Fight for the Fallen, globalement, c'était une très bonne expérience. J'ai passé un bien meilleur moment qu'il y a 2 semaines lors de Fighter Fest. Il n'y avait pas de mauvais match. Il y avait une réelle avancée dans les storylines, chose que j'ai pas forcément ressenti lors du dernier pay-per-view. Donc voilà, on est sur un petit panaché de réel niveau athlétique, de bonne psychologie dans les combats, de superstars, de talents qui débutent, de jeunes talents qui sont prêts à exploser, genre MJF, quoi. MJF c'est une petite perle, mais je peux comprendre que son comportement et la manière dont il gère son personnage peut être très clivant, ou alors c'est fait de manière à ce qu'il soit un vrai heel, chose qui n'existe plus aujourd'hui, où les mecs sont heel, mais ils font quand même des petits clins d'œil et ils aiment bien faire des trucs un peu fantasques comme ça pour faire sourire le public. Lui, il cherche juste à être un... Donc ça fait toujours très plaisir, même quand on le suit sur Twitter. Le gars, il cherche pas du tout l'empathie ou la sympathie de la part des fans. Il veut juste se faire détester de tout le monde. Il balance sur tout le monde. Et c'est ça qui fait aussi qui le distingue des autres heels du catch en 2019, sur la scène indépendante en tout cas. Parce que il pense un petit peu trop, je dirais, au court terme pour qu'ils soient heal, mais qu'on les aime quand même, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je me suis gouré de batterie, elle va encore couper. Allez, je reprends. De retour. Donc malgré les petits bémols que j'ai pu, évoquer dans cette vidéo, on est de nouveau sur une trajectoire tout à fait positive. Sans oublier le fait que c'était un show, entre guillemets, caritatif, que c'était un petit show, que c'était un show presque pour le principe, même s'il y a eu de vraies avancées de storyline. Donc tout porte à croire, en tout cas personnellement, tout me porte à croire que lors de All Out, le 31 août prochain, on va avoir droit à un truc de malade. Et combiné à Double or Nothing, eh bien voilà, on aura 2 très gros pay-per-view qui auront eu un succès énorme. Je pense que All Out, on va dépasser les 100 000 achats de pay-per-view. Un mois à peine avant l'arrivée sur TNT. Donc je pense que la AEW, en tout cas pour les 6-9 prochains mois, est bien ancrée dans une... Voilà, je pense que Fighter Fest était un petit incident de parcours, et que là ils ont compris ce sur quoi il fallait vraiment mettre l'accent, et ce sur quoi il fallait un petit peu,
voilà, ne plus trop s'attarder, parce qu'ils sont aussi très à l'écoute de ce que disent les fans, notamment la gimmick du bibliothécaire, etc. Voilà, les fans se sont exprimés de manière très intense et ils n'ont pas essayé de pousser aveuglément un mec qui est rejeté par les fans de manière presque unanime. Donc voilà, on est bien lancé. J'espère que la vidéo, comme d'hab, vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain soir, parce que ce soir c'est donc Extreme Rules. Donc demain soir, petite review. Je vais pas le regarder en live parce que j'ai encore pas mal de taf là sur les jours qui viennent jusqu'au week-end prochain, donc faut que je dorme un petit peu la nuit. Donc je vais le regarder dès les réveils demain matin, et puis je vous en ferai donc l'analyse, la critique et la review pour demain soir. Donc voilà, comme d'hab, merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis d'ici demain, hein, tranquillou, prenez du bon temps, profitez des vacances si vous êtes en vacances, et surtout n'oubliez pas d'un côté de garder la passion et de l'autre de regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.